Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Nous allons partager ensemble un moment sur l'étude du pranayama. Je tâcherai d'être la plus claire possible pour vous amener à l'approche de la technique de pranayama transmise par Srimesh. Beaucoup d'entre vous n'ont pas eu la possibilité de le rencontrer. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite vous faire découvrir au mieux son enseignement, qui nous conduit aux portes de la méditation pure par la pratique du pranayama dans toute la science posturale du yoga. Les ouvrages sur lesquels je me suis basée pour ce travail sont les suivants. Souffle, parole de vie de Srimesh. Les Upanishads, une traduction d'Aliette de Grâce, édition Fayard. Les Yoga Sutras de Patanjali, également d'Aliette de Grâce, édition Fayard. Les Upanishads du Yoga, traduction de Jean Varenne, édition Gallimard. Et la Hatha Yoga Pradipika de Tara Michael, édition Fayard. Cette présentation du pranayama s'organise de la manière suivante. Je vous parlerai, dans un premier temps, du souffle selon les Upanishads. Ensuite, le pranayama avec ses généralités. Nous continuerons avec la notion des bandhas et des mudras, puis les différentes techniques de pranayama. Et enfin, la pratique du pranayama dans le travail postural guidé par Srimesh. Pendant la conférence, nous pratiquerons ensemble quelques postures pour bien mettre en place les techniques proposées. Je vous suggère donc de garder auprès de vous votre tapis de yoga. Commençons par cette citation tirée de l'Artava Veda Samhita. C'est le vent qu'on appelle souffle. Dans le souffle est ce qui fut et ce qui sera. Dans le souffle, toutes choses ont leur assise. Cette citation résume à elle seule toutes les notions que nous allons aborder ensemble. Il se pourrait qu'il y ait des répétitions nécessaires afin de nous imprégner de ces réflexions qui nous guident sur ce cheminement complexe. Première partie, le souffle selon les Upanishads. La pensée brahmanique nous révèle ceci. Tout est vibration, tout est en perpétuel mouvement. La matière est constamment mise en mouvement par la puissance de l'énergie. J'ouvre ici une parenthèse pour vous signifier que dans son livre Le Souffle, Parole de vie, Srimesh rappelle que les atomes du corps humain sont en état vibratoire et, en quelques mois, la matière composant le corps change complètement. Les cellules se renouvellent régulièrement et ce phénomène peut être favorisé par la pratique du pranayama. La Vedanta associe au vide la grande nuit cosmique ou pralaya, résorption du monde à la fin d'un kalpa. Dans les traités Mahapurana, il est dit que Vishnu, en Yoga Nidra, est allongé sur le serpent Ananta. C'est la résorption du monde à la fin d'un kalpa. Et dans les Samkhya, il est dit qu'avant toute manifestation, c'est Pradana. Tout est résorbé, jusqu'au moment où Purucha et Prakriti fusionnent, et de ce fait, la manifestation se produit. Pour comprendre, il faut aborder l'étude du pranayama. Le but est de dépasser la souffrance qui est due à notre ignorance. Donc nous fermons cette parenthèse. Le prana est cette énergie non manifestée, que l'on appelle également vide. Les vibrations du son existent, mais sont immobilisées par la force du vide. Je vous donnerai de plus amples informations sur cette notion de vide lors de l'approche de la maîtrise du souffle, dans l'étude de la pratique posturale. Lorsque l'énergie se manifeste,
le premier mouvement vibratoire associé, qu'on appelle en sanskrit spanda, est une pulsation en contraction et expansion. Nous retrouvons donc ici le rapport avec la respiration qui est en fait une pulsion d'énergie appelée prana. La création de l'univers apparaît accompagnée par le mouvement et de ce fait par le son. Le son inaudible est appelé anahata. À ce propos, vous pouvez vous référer au livre Souffle, parole de vie de Srimesh à la page 40. Le souffle est la vie. Et dans l'Artava Veda, la 4e Veda, il est stipulé que le souffle est Prajapati, le créateur et maître de tous les êtres. Il est dit que Prajapati est le premier créateur, celui qui donne la vie et la force. Le prana est donc cette énergie fulgurante. Dans le Rig Veda, il est écrit que le souffle fait dresser. La réflexion sur le souffle est au centre des Upanishads. Je vous donne comme exemple. Dans l'Upanishad de la liane, il est dit ceci. Le Brahman est le souffle. Car du souffle de vie, en vérité, les êtres naissent. Par le souffle de vie, une fois nés, ils vivent. Dans le souffle de vie, ils vont et entrent. Nous approchons ici donc la compréhension de la transmigration de l'âme, la réincarnation. Dans une autre Upanishad, celle des questions, il est écrit que la Prajna Upanishad appartient à l'Artava Veda. C'est un jeu de questions et de réponses. Prajna est une question. Dans la Prajna Upanishad, la question 3 aborde le souffle dans le corps, son origine, sa nature, et comment il pénètre dans le corps et y réside. Je vous invite à lire la page 493 des Upanishads de Madame Malia de Grasse, ou bien la section 3, si vous n'avez pas son livre, vous prenez une autre traduction, section 3, dont je vous en fais un résumé. Le mot prana a 3 sens. Le souffle est Brahman. Le souffle est non corporel, non mortel. Il est l'énergie fulgurante. On parle d'énergie et de puissance. Il est force de vie par laquelle les êtres nés vivent. Il est subtil et l'homme devient un dans ce souffle. Il est le souffle actif et désigne les indriyas dans le corps, les organes des sens, que sont la parole, la vue, le toucher, le son et le goût. Le souffle et le mental ont une fonction identique d'enveloppement. Ils ont une relation mutuelle. Le souffle est alors considéré comme une enveloppe. Il est dit qu'il est né de l'Atman, Suham. Il va dans le corps par l'action du mental. Le souffle est le soi de connaissance qui, après s'être saisi du corps, le fait dresser. Je vous ai précédemment parlé d'un passage du Rig Veda qui stipulait que le souffle fait dresser. Dresser signifie ici, donc, donner la vie. Vous pouvez aller à la page 29 des Yoga Sutras, donc de Madame Malia de Grasse, ou vous allez dans le livre 2, le Sutra 48. J'en profite pour attirer votre attention sur la distinction entre le souffle et les souffles. Le prana est en fait un terme générique qui est constitué des 5 souffles. Les 5 souffles. Les 5 souffles se répartissent dans tout le corps et s'organisent comme suit. Le prana, souffle inhalé.
Il est situé dans la partie supérieure du corps, soit de la taille à la tête, et il a une fonction d'appropriation. Dans la pratique posturale, les postures d'ouverture avec l'inspiration vont développer le prana dans le corps. Illustrons donc ce propos par quelques postures debout qui vont nous nourrir de prana avec des étirements et ouverture du thorax. Bien. Mettez-vous debout sur votre tapis de yoga. Voilà. Je vous vois sur ce tapis de yoga. Vous serrez les jambes. Vous mettez les mains jointes. Vous serrez les paumes des mains. Et là, vous respirez doucement. Vous prenez conscience de votre souffle. Expirez bien. Sur une inspiration douce, montez les bras. Écartez les coudes. Tirez les bras vers la hauteur. Inspirez bien. Rentrez un petit peu le ventre, on tire les bras. Poussez la poitrine un tout petit peu en avant. Tenez votre souffle. Vous relâchez la posture calmement. Expirez en rentrant lentement le ventre. Expirez doucement. Voilà. Et vous posez les mains. Vous relâchez les bras. Vous laissez pendre vos bras. Respirez doucement. Et maintenant, nous allons faire une autre posture. Écartez les jambes d'une coudée. Respirez doucement. Prenez conscience de votre verticalité. Nous sommes dans des postures d'ouverture. Ouvrez les bras latéralement. Ouvrez les bras. Expirez d'abord. Expirez. Rentrez un petit peu le ventre. Inspirez doucement. Montez les bras. On inspire. Et on tient le souffle. On tient le souffle. Doucement. Relâchez doucement les bras latéralement. Relâchez vos bras, relâchez vos épaules, respirez profondément. Déjà, le fait de s'étirer, comme nous venons de le faire, nous sentons cette ouverture et ce bien-être qui s'installe dans notre corps et également notre mental s'apaise. Asseyez-vous, donc nous allons poursuivre. Notez bien. Par l'intermédiaire de nos 5 sens, nous accumulerons également le prana qui influencera notre mental et notre comportement. L'apana. L'apana, c'est le souffle exhalé. Il est situé de la partie inférieure du corps, soit de la taille, au bas du tronc. Et sa fonction est l'expulsion. Lors de l'accouchement, c'est grâce à apana que la maman va mettre au monde le bébé. Dans la pratique posturale, on mettra donc en action apana grâce à l'expiration. Et certaines postures vont favoriser apana. Je vous propose comme exemple les Pavana Mukta Asana. Installez-vous à nouveau sur votre tapis de yoga. Allongez-vous, asseyez-vous, allongez-vous sur le dos. Voilà. Respirez doucement, détendez-vous, détendez-vous. Détendez et observez le souffle. N'oubliez pas que nous travaillons le pranayama. Donc on prend d'abord conscience de l'inspiration, on prend conscience de l'expiration. Prenez conscience de tout cela. Bien. Mettez les bras tout le long du corps. Reculez un peu le menton, les jambes sont tendues. Doucement, vous pliez votre jambe droite. Mettez le pied droit au sol, sentez bien votre bascule du bassin. Expirez. En inspirant doucement, ramenez le genou droit sur le ventre. Ramenez le genou droit sur le ventre. Levez la tête, levez les épaules. Attrapez votre genou. Et ramenez le genou vers la poitrine. Et ramenez le menton sur le sternum. Pressez bien le menton, expirez doucement. Essayez de rester à vide. Dès que vous avez expiré, ne bougez plus. Restez immobile. Laissez tout doucement, vous relâchez la jambe, relâchez les épaules, la nuque et la tête. Et respirez calmement. Respirez doucement. Respirez doucement.
Vous faites bien entendu, vous pouvez travailler l'autre côté hein, si vous le souhaitez. Hein, si vous en éprouvez le besoin, vous pliez votre jambe gauche, ramenez le genou gauche sur le ventre, vous inspirez bien, levez la tête et les épaules, ramenez le genou contre la poitrine, menton sur le sternum, expirez, ne bougez pas. Laissez faire une douce inspiration qui tend la posture. Voilà, relâchez-vous, détendez-vous, respirez. Installez-vous à nouveau sur votre tapis, en posture assise ou sur la chaise, c'est comme vous le souhaitez. Grâce à l'expiration, il se produit une dépression intrathoracique qui aspire le diaphragme vers le haut. Et cette aspiration du diaphragme crée alors une dépression intra-abdominale qui plaque les muscles abdominaux contre la colonne vertébrale. Tout est tenu dans une immobilité totale. Et c'est à ce moment-là que la purification se produit. Nous passons maintenant à l'Udana. L'Udana, c'est le souffle vertical, ascendant. Il fait monter le corps subtil du soi lors du samadhi. Il a pour fonction l'expression, la parole et l'élévation. On nous dit que c'est le réveil de la Shakti. Certaines postures, elles sont d'ailleurs nombreuses, vont favoriser ce travail d'élévation. Je vous donne comme exemple Bhujangasana. La posture du cobra. Si elle est bien exécutée dans la maîtrise des points d'appui et aussi du souffle, elle favorisera le réveil de cette énergie latente dans le bas de la colonne vertébrale. Je vous rappelle que cette posture du cobra est appelée la mère des asanas. Si vous le souhaitez, installez-vous sur votre tapis pour la pratique de cette posture. Surtout, ne forcez pas. Faites, si vous ne le souhaitez pas, vous ne le faites pas, mais ne forcez pas. Mettez-vous sur le ventre. Voilà, tournez la tête à droite, tournez la tête à gauche. Respirez doucement. Bien. Vous allez serrer les jambes. Vous mettez le front au sol. Mettez les mains entre la poitrine et la taille. Et vous allez rapprocher doucement les coudes du corps. Respirez doucement. Observez votre posture. Serrez bien les jambes. Serrez les talons, écartez les orteils pour faire un V avec vos pieds. Prenez bien conscience de l'appui des cuisses dans le sol, du pubis dans le sol. Respirez doucement. Respirez doucement. Expirez bien. En inspirant doucement, levez la tête. Ne la jetez pas. Étirez. Dans un mouvement de répétition, vous levez doucement la tête. Soulevez doucement la poitrine. Ne forcez pas. La poitrine doucement. Sentez bien le périnée. C'est comme si vous avez voulu soulever le périnée. Prenez bien conscience de l'appui. Appui, de vous appuyer le bas-ventre dans le sol. Pubis, bas-ventre. Expirez dans la posture. Bougez pas. Expirez. Baissez un peu les épaules en inspirant. Poussez le sternum un petit peu en avant. Reculez un peu le menton. Le sommet de la tête est dirigé vers le ciel. Tenez le souffle. Laissez. Expirez bien. Et relâchez-vous. Détendez-vous. Voilà. Inspirez doucement. Vous avez vu, nous sommes partis de la pointe du coccyx. Nous avons pris conscience de ce périnée qui va s'étirer, de ce pubis qui est bien plaqué, de cette poitrine qui se soulève. Et toutes les tensions du dos doivent être éliminées. Il ne faut surtout pas forcer dans cette posture. Bien. Quittez lentement la posture. Nous allons poursuivre. Asseyez-vous. Il existe d'autres postures pour le réveil de cette énergie endormie dans le bas de la colonne vertébrale.
Par exemple, je vous donne Trikonasana. Nous allons maintenant étudier Vyana. Vyana, c'est le souffle diffuseur. Il est partout dans le corps. Il est présent lorsqu'il y a suspension du souffle. Sa fonction est la distribution et la cohésion. Dans la posture, Srimesh nous conduisait, grâce au rythme respiratoire de la séance, à l'immobilité du souffle afin de mettre en œuvre Vyana. Vyana agira également lors de la pratique de la relaxation et du yoga nidra. Et pourquoi? Parce que quand vous faites yoga nidra ou une belle relaxation après un travail postural, la respiration devient de plus en plus lente, tranquille, et tout le corps se détend. Le mental est apaisé. Ce sont des moments intenses d'apaisement, de bien-être. Nous poursuivons. Samana. Samana, c'est le souffle concentré. Il se situe dans l'abdomen et sa fonction est l'assimilation et la digestion. Résumons. La maîtrise des 5 souffles permet d'établir un rapport avec les transformations du mental qui est enveloppé de souffle. Nous comprenons ainsi l'importance de la place du souffle dans la pratique posturale, car les postures n'ont pas pour but de simples exercices gymniques ou thérapeutiques, comme il est souvent sous-entendu dans les publicités de yoga, comme le yoga bien-être. Le cheminement postural par la maîtrise du souffle a comme but cette réalisation de notre véritable personnalité. Le pranayama, les généralités. Dans les Yoga Sutras de Patanjali, le pranayama est la 4e étape de l'Ashtanga Yoga. Ce terme signifie les 8 auxiliaires qui permettent d'atteindre la résorption, l'état de connaissance. Le Sutra 49 du livre 2 aborde le sujet suivant. La séparation du mouvement de l'inspire et de l'expire est la maîtrise du souffle. L'inspire et l'expire sont considérés comme un facteur de dispersion du mental au même titre que le malheur. L'homme ordinaire a une respiration arythmique. Celle-ci, elle est arythmique parce qu'elle se modifie en fonction des situations et de notre comportement psychologique. Il est important de bien comprendre la signification du terme pranayama. Ce mot a 2 composants, prana et ayama. Prana signifie souffle, l'énergie vitale, l'énergie de vie. Ayama, c'est extension, prolongation et suspension. Toute notre pratique posturale sera axée sur ce point d'extension, de prolongation et de suspension dont le but est l'arrêt du mental. La Hatha Yoga Pratipika précise que le pranayama est divisé en 3 parties. Rechaka, Rik, vider, c'est l'expiration. Puraka, c'est remplir, inspiration. Et Kumbhaka, Kumbha c'est un pot, c'est une cruche où tout est maintenu en équilibre. Et encore appelé Ruchira, le lumineux. Ruk qui veut dire briller, rétention. Il y a 2 sortes de Kumbhaka. Kumbhaka Rechaka ou Kumbhaka Puraka. Encore une fois, notre pratique sera basée sur le Kumbhaka poumon plein ou le Kumbhaka poumon vide. Il existe un Kumbhaka Kevala, c'est le Kumbhaka lumineux. La maîtrise du souffle, son contrôle,
son allongement, sa suspension, signifie avant tout l'absence de mouvement. Elle intervient par une modification après l'expire un poumon vide et tisse comme une continuité entre l'expire et l'inspire. Sri Mahesh, il nous expliquait très bien qu'il y a toujours un changement entre un temps de pause entre l'inspiration et l'expiration, entre l'expiration et l'inspiration. Il y a toujours un temps d'arrêt. Comme entre deux pensées, il y a un temps d'arrêt. C'est pourquoi le pranayama nous conduit à cette pause pour accéder à ce temps d'arrêt du mental. Selon la Hatha Yoga Pradipika, le pranayama est la principale de toutes les méthodes du yoga. Il est dit, s'il est parfaitement accompli, la perfection en pratyahara découle d'elle-même. Donc pratyahara, ne sommes plus perturbés par nos 5 sens. On montre donc que c'est le pranayama qui conduit au pratyahara pour accéder aux 3 angas ou auxiliaires, c'est-à-dire dharana, dhyana et samadhi. Ainsi, le souffle brûle toutes les impuretés physiques et mentales. Toutefois, la Hatha Yoga Pradipika met en garde à propos du souffle et ce que je vais vous lire à présent est extrêmement important. Il faut pratiquer le pranayama chaque jour dans un état d'esprit sattvique. Sattvique, c'est un esprit de luminosité, de clarté. Il faut déjà avoir fait un travail de purification physique et mentale jusque la Sushumna Nadi soit nettoyée des impuretés qui l'obstruent. Voilà, vous pouvez lire ça à la page 130 de la Hatha Yoga Pradipika, traduction de Tara Michael. J'aimerais attirer votre attention sur les points suivants. Il est dit dans la Hatha Yoga Pradipika que les pranayama seraient dangereux et interdits aux personnes ordinaires. Le contrôle du souffle est comparé à l'apprivoisement du lion. En effet, s'il n'est pas pratiqué comme il se doit, il peut provoquer de sérieux troubles. Le traité de Hatha Yoga Pradipika dit qu'il doit être contrôlé graduellement, comme l'éléphant des forêts, ou encore de même qu'un lion ou un tigre, ils sont domptés progressivement. Le souffle doit être dompté par degrés, lentement, autrement il tue le sadhaka lui-même. Il ne faut pas prendre ceci à la légère. J'illustre ce danger pour éviter de pratiquer le pranayama de manière non contrôlée et forcée. Il est primordial d'aborder avec une grande prudence certains types de pranayama. Pour les personnes ayant des difficultés respiratoires liées à certaines maladies comme l'asthme, ainsi que d'autres types de problèmes respiratoires ou encore des difficultés psychologiques. Dans la pratique du yoga, il faut savoir où nous mettons les pieds. Alors, les nadis. Quelques mots sur les nadis. Les nadis sont des canaux subtils qui transportent l'énergie et aussi les pensées sous forme de vibrations vers les centres psychiques. Les nadis principaux sont Ida, Pingala et Sushumna. Sri Mahesh explique ceci. Lorsque l'on utilise l'énergie consciemment, donc utiliser l'énergie consciemment, ça veut dire la maîtrise du souffle. Les vibrations du son à l'intérieur du corps s'élèvent dans un mouvement ondulatoire de la base de la colonne vertébrale jusqu'au cerveau, en passant par les différents centres
subtils appelés chakras. Muladhara chakra racine, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha et Ajna, Sahasrara Padma. Ainsi, le pranayama est la science de la respiration. Les débutants doivent pratiquer, comme je vous l'ai expliqué plus haut, de simples exercices de respiration profonde. Le professeur Bollet nous a montré comment il pratiquait avec des personnes malades ou débutants. Exemple, le toucher par la position des mains sur le ventre, les côtes, les clavicules, mains dans le dos, etc. ou en flexion. Je peux vous montrer quelques petits exemples. On peut travailler ensemble, vous pouvez vous mettre debout si vous le souhaitez. On se met debout et nous allons poser les mains sur le bas-ventre. Respirez doucement. Ensuite, mettez les mains au niveau des hanches. Et respirez doucement. Vous pouvez mettre les mains dans le dos, dans le creux lombaire. Jetez vos épaules un petit peu en arrière. Respirez doucement. Ainsi de suite. Et vous mettez les mains au niveau des côtes, au niveau de la poitrine, au niveau des clavicules. Et vous respirez doucement. Bien entendu, ces exercices, vous pouvez les faire aussi en posture assise. Ce qui est intéressant en posture debout, puisque vous êtes toujours normalement, je vous vois debout, vous montez par exemple votre bras droit latéralement à la verticale et vous mettez les mains sur le côté. Vous inclinez le buste à votre gauche et tout doucement vous respirez avec le côté droit. Il ne s'agit pas ici du pranayama, il s'agit ici de prendre conscience du souffle dans les différentes parties du corps. Et vous montez les mains doucement, tout doucement. Voilà, sous l'aisselle. Et vous relâchez, vous respirez. Vous pouvez faire observer dans les postures debout, vous pouvez travailler comme cela. Vous pouvez travailler aussi en posture assise ou en posture allongée pour sentir le souffle. Voilà. Donc, asseyez-vous. Ce sont des petits exercices qui permettent de prendre conscience de la respiration, dont le but est de découvrir le souffle dans les différentes parties du corps. Il est important pour le débutant de se familiariser avec l'écoute de son souffle. Dans la vie de tous les jours, l'homme respire plus ou moins 15 respirations par minute. Grâce à la pratique du pranayama, le nombre de respirations diminue progressivement. Il est possible de passer de 15 à 10 ou encore de 10 à 6 respirations par minute. Ce calme respiratoire conduit à l'apaisement et à la méditation. L'important est de ne jamais se presser, ni se forcer pour inspirer ou pour expirer. Il ne doit y avoir aucune sensation de suffocation, ni d'essoufflement ou de vertige. L'apprentissage commence par prolonger le temps de l'inspiration. Et ça, nous le faisons grâce aux étirements, ainsi que celui de l'expiration. Si possible, le temps d'expiration sera le double de l'inspiration. Grâce à la pratique posturale, on apprend la suspension du souffle, soit en retenant le souffle à l'intérieur lors de l'inspiration. Cette rétention se nomme Abhyantara Kumbhaka, soit en rétention du souffle à l'expiration, c'est Baya Kumbhaka. La Hatha Yoga Pratipika nous rappelle que la discipline du souffle est correctement appliquée lorsqu'elle est jointe à l'asana et au bandha. Voilà.
toutes ces explications vous amènent à la compréhension de la pratique posturale enseignée par Srimesh, parce qu'il associait toujours asana et pranayama. Nous allons maintenant passer à ces quelques notions des bandhas. Les bandhas sont des verrous neuromusculaires qui impliquent une modification interne par des pressions. Ces pressions accumulent de la chaleur dans le corps. Les bandhas libèrent de l'énergie dans le corps physique et mental. J'aimerais à présent vous rappeler quelques passages des textes du Rig Veda. L'énergie cosmique dépend de l'expansion et de la contraction alternée de l'univers et maintient la stabilité de ce dernier. Il en est de même pour le corps humain. La contraction et l'expansion sont nécessaires pour produire une énergie constante. Les bandhas maintiennent ainsi en parfaite condition tous les instruments de notre laboratoire humain. Les 4 principaux bandhas sont les suivants. Muladhara Chakra, racine, c'est à la base de la colonne vertébrale. On dit que c'est l'état inactif tamasique qui commence à se manifester sous l'action de Mula Bandha. Donc, Mula Bandha, on va apprendre à soulever le périnée. Ensuite, vous avez Uddiyana Bandha qui correspond à l'état rajasique. Rajas, c'est être en action. Avec Uddiyana Bandha, l'activité, le mouvement et la créativité sont stimulés. Uddiyana Bandha signifie soulever. Dans ce bandha, le diaphragme est soulevé, est élevé au maximum. Les côtes sont ainsi doucement écartées. La paroi de l'abdomen, poussée vers l'arrière, prend alors une apparence concave. Nous passons à Jalandhara Bandha. Dhara, c'est le point culminant, et Jala, c'est le filet. Jala signifie l'eau, car l'énergie coule pour purifier le corps, comme l'eau du Gange purifie le monde selon les textes védiques. Jalandhara Bandha représente l'état d'équilibre, cet état sattvique qui est l'état de luminosité. Cet état qui permet de discerner et de discriminer. Jalandhara Bandha, nous allons mettre le menton presse la gorge. Nous avons un 4e bandha, Jiva Bandha, la langue. Transposons ces bandhas en pratique posturale. Je vous propose donc de vous mettre à nouveau debout. Prenez une posture debout confortable. Prenez conscience de votre verticalité et respirez doucement. Les jambes sont légèrement écartées. Commençons pour nous préparer à un étirement du corps et du souffle. Donc, les jambes sont légèrement écartées. Ouvrez les bras latéralement. Ouvrez les bras. Inspirez, montez les bras. Étirez tout le corps. Étirez tout le corps. Expirez. Respirez doucement. Maintenant, vous écartez les jambes. Légèrement écartez les jambes. Mettez les mains sur l'avant des cuisses. Inclinez, fléchissez légèrement les genoux. Inclinez légèrement le buste. Prenez bien appui sur les cuisses. Vérifiez que vous ne créez pas de tension, que vous n'êtes pas déjà avec vos épaules soulevées. Vérifiez cela. Vérifiez bien vos points d'appui. Respirez doucement.
respirez, on se prépare. Desserrez vos mâchoires, desserrez bien les mâchoires. Doucement, prenez une profonde inspiration, toute simple. Inspirez profondément. Et ensuite, nous expirons profondément. Expirez bien par la bouche. Videz. Relâchez l'abdomen, il est complètement mou. Et maintenant, faites une fausse inspiration. Soulevez le périnée. Avalez le ventre. Les petites côtes s'écartent. Reculez le menton sur le sternum. C'est le troisième bandha. Quatrième bandha. Ouvrez la bouche et tirez très fort la langue. Ne bougez plus, vous êtes à vide. Vous avez besoin de reprendre le souffle, relâchez le tout. Calmement, relâchez le tout, redressez-vous et inspirez seulement. Respirez profondément. Alors, qu'est-ce qui se passe? Souvent, quand nous pratiquons ces bandhas, quand nous pratiquons, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on reste trop longtemps, il faut reprendre son souffle rapidement. Non, pas du tout. Donc, il faudra apprendre progressivement à faire les 4 bandhas, cette maîtrise avec le souffle, avec l'expiration, tout repositionner calmement, relâcher les épaules et à ce moment-là faire 1 ou 2 respirations profondes. Bien. Installez-vous à nouveau sur votre posture assise, sur votre chaise ou peut-être assis sur le tapis comme moi je le fais. Ça, c'est comme vous. Moi, je ne vous vois pas malheureusement. C'est un peu dommage. Nous allons passer maintenant au mudra. Le mot mudra signifie attitude, saut. Ce sont des signes utilisés dans la pratique. Et il s'agit d'un langage muet, nous dit Srimesh, entre l'homme et le divin. C'est aussi un langage gestuel, utilisé par les yogis comme support à la méditation afin de favoriser la concentration pour trouver la stabilité intérieure. Les mudras ont des effets sur les plans physiologiques et psychiques. Voici les principaux mudras dans notre pratique. Jnana Mudra, je vous montre. L'index sous le pouce. Shin Mudra, c'est toujours l'index sous les pouces. Vous dirigez les 3 autres doigts vers la terre. C'est celui qui a atteint la connaissance. Shiva Mudra. Shiva Mudra, c'est les mains en prière devant le cœur. Il faut enlacer les pouces pour pratiquer Shiva Mudra. Yoni Mudra. Yoni Mudra, c'est l'aspect féminin. C'est la puissance de la Shakti. Donc, vous enlacez tous vos doigts et vous pointez les index. Yoni Mudra. Kamala Mudra, c'est le lotus aux 1000 pétales. Je vous montre. Kamala Mudra. Vous mettez les mains, les doigts de main toujours en Jnana Mudra. Le dos des mains se touche. Vous fléchissez un peu les coudes. Kamala Mudra. Le lotus aux 1000 pétales. Dhyana Mudra, c'est le geste de la méditation, concentration. Les mains l'une dans l'autre, les pouces se rejoignent. Réalisation de la perfection spirituelle, c'est l'équilibre parfait entre la pensée et le reste des sens et de tranquillité. L'association Bandha, Mudra, Asana et Pranayama permet l'éveil de l'énergie latente qui dort à la base de la colonne vertébrale. Souvenez-vous, à la base de la colonne vertébrale, Muladhara Chakra, cet état tamasique. Je vous propose de vous mettre à nouveau sur votre tapis de yoga et nous allons pratiquer une posture qu'on appelle Mahamudra, qui est la posture qui réveille cette énergie endormie dans le bas de la colonne vertébrale. Nous pratiquerons également Yoga Mudra.
asseyez-vous. Asseyez-vous sur votre tapis de yoga. Allongez les jambes. Redressez le dos. Inspirez doucement. Nous faisons d'abord toujours un étirement. Enlacez tous vos doigts. Mettez les mains en Yoni Mudra. Tendez vos bras. Montez les bras. Vous inspirez bien. Tendez les bras, étirez les talons. Buste légèrement incliné vers l'avant. Rentrez le ventre. Tenez le souffle, ne bougez pas. Relâchez les bras tranquillement. Expirez bien. Posez les mains sur vos genoux. Respirez doucement. Pliez votre jambe gauche. Mettez le pied gauche contre la cuisse. Étirez votre jambe droite. Surtout, restez silencieux, silencieuse. Mettez les mains sur les genoux. Redressez le dos. Fermez les yeux. Écoutez-moi bien. Vous avez peut-être l'habitude de travailler de telle ou telle manière. Non, écoutez bien. Respirez doucement. Attrapez, selon vos possibilités, soit le genou, soit le mollet. N'attrapez pas les orteils. N'attrapez pas les orteils. Vous pouvez aller jusque la cheville ou le mollet. Étirez doucement le bas du dos. Détendez la base de la colonne. Vous respirez doucement. Levez un peu le menton. Levez la tête. Respirez doucement. Gardez la jambe droite tendue. Tenez votre jambe droite fermement avec les mains. Vous inspirez bien. Quand vous avez inspiré, écoutez-moi bien. Mettez le menton sur le sternum. Pressez le menton. Écartez les coudes. Baissez la tête. Dirigez la tête vers le nombril. Pas vers le genou, vers le nombril. Avalez le ventre, le périnée soulevé, ne bougez pas. Relâchez doucement. Inspirez bien. Respirez profondément. Allongez la jambe droite. Pliez la jambe gauche. Pardon. Pliez la jambe droite. Allongez les deux jambes. Et maintenant, pliez la jambe droite. Posez les mains sur les genoux. Fermez les yeux. Nous pratiquons Mahamudra. Vous avez vu, nous avons commencé par la tête. Nous ne sommes pas partis de la base. Nous avons commencé par la tête. On expire de haut en bas dans cette posture. C'est très différent. En même temps, on soulève le périnée, on rentre le ventre et vous allez prendre conscience, on va le refaire une deuxième fois, vous prenez bien conscience du périnée qui se soulève, du ventre qui rentre, le menton qui presse le sternum et toute la colonne vertébrale s'étire. Et là, vous êtes dans Mahamudra et vous faites un pranayama pur et très puissant. Attrapez le mollet. Ce que vous pouvez, fermez les yeux. Fermez les yeux. Légèrement inclinez le buste vers l'avant pour libérer la colonne lombaire. Détendez bien vos épaules, ne les soulevez pas. Doucement, expirez d'abord, videz. Inspirez, prenez le souffle. Mettez le menton sur le sternum. Pressez-le. Écartez les coudes. Rentrez le ventre. Venez en avant tout doucement. Expirez doucement. Le périnée soulevé. Pressez au niveau du nombril. Pressez le menton. Restez à vide. Laissez quitter la posture. Allongez les jambes et on respire profondément. Ceci est Mahamudra. Ces postures peuvent prendre des noms différents en fonction des jambes et on peut travailler aussi ces postures en partant de la base avec l'étirement postérieur. C'est un étirement postérieur. Monsieur Manesh disait toujours qu'il fallait faire les deux. Donc comprenez bien que ceci est une mudra.
Donc, vous devez toujours continuer à pratiquer en partant du bas, en allant vers l'avant pour pratiquer les autres postures qui sont similaires à Mahamudra. Nous allons maintenant terminer avec Yoga Mudra. Vous écartez les jambes, vous pliez une jambe, n'importe laquelle. Vous ramenez l'autre jambe sur la cuisse. Vous posez les mains sur vos genoux. Vous pouvez faire aussi Padmasana. Donc, vous pouvez ramener l'autre jambe sur la cuisse ou croiser les jambes, tout simplement. Prenez la posture qui vous est confortable. On ne force pas. Redressez le dos. Souriez. Respirez doucement. Posez vos mains au sol, près de vos genoux. Libérez la base de la colonne, détendez-la bien. C'est le même principe que Mahamudra. Vous inspirez. Pressez le menton sur le sternum. Rentrez le ventre. Venez en avant doucement vers le nombril. Pas mettre la tête au sol. Non. Ensuite, relâchez vos bras. Tournez les paumes des mains vers le ciel. Les mains en Nala Mudra. Expirez. Ne bougez pas. Quittez doucement la posture en inspirant. Et vous posez les mains sur les genoux et vous observez pendant quelques instants votre souffle tranquille. Bien sûr, travailler comme ceci, ce n'est pas pour les débutants. Il faut déjà avoir une certaine pratique pour amener les élèves à Mahamudra et à cette posture de yoga. Respirez doucement. Bien. Remettez-vous sur votre chaise. Reprenez vos notes. Voilà. Avant de passer à l'étude des différentes sortes de pranayama et la pratique posturale enseignée par Srimesh, je vous propose de faire une pause à la convenance de vos enseignants afin de digérer. Digérer tout ce que l'on vient de faire. C'est digérer, c'est, souvenez-vous, samana. Samana ou l'assimilation. C'est la digestion de ce que vous venez d'accumuler mentalement. Donc on se revoit dans quelques instants. Merci. La Hatha Yoga nomme 8 principales sortes de pranayama, mais il y aurait en fait 52 exercices. Je vous cite donc les principaux. Surya Bhedana, Ujjayin, Sitkarin, Sitali, Bastrika, Brahmari, Moksha et Plavi. Surya Bhedana, la respiration se fait par la narine droite. Surya signifie le soleil et Bhedana qui perce, l'épanouissement. Pratiquer Surya Bhedana, prendre une posture assise confortable. La poitrine doit être bien ouverte et les épaules abaissées. Obstruer la narine gauche en mettant 2 doigts sur le front et respirer doucement par la narine droite. Voilà. Respirez doucement. Vous inspirez, vous prenez conscience. Et tout doucement, vous expirez par la narine gauche. Concernant le rythme respiratoire, un grand sage et maître du pranayama expliquait que les techniques respiratoires devaient être faites tous les jours et à la même heure. En Occident, nous avons une vie familiale et sociale, un environnement de travail. Nous ne vivons pas dans un ashram, dans l'abandon de la vie extérieure. Nous devons donc être prudents dans la manière dans laquelle nous abordons ces techniques. Nous reviendrons ultérieurement sur la notion de rythme respiratoire. Chandra Bhedana, Chandra représente l'aspect féminin. Il s'agit de la stimulation de la narine gauche. Srimesh conseillait que la narine gauche soit également dégagée lors des pratiques posturales. Donc c'est tout simplement, vous mettez, c'est la même chose, 2 doigts sur le front,
avec le pouce, vous bouchez la narine droite et vous respirez calmement par la narine gauche. Bien. Poursuivons avec Sitali. Sitali, système lunaire et rafraîchissement du corps. Il faut pratiquer cette respiration dans un endroit pur, sans pollution. Je vous explique comment pratiquer Sitali. Sitali, il faut faire un petit tuyau avec la langue. Et vous sortez la langue, vous faites ce petit tuyau. Vous inspirez par ce petit tuyau. Ensuite, vous rentrez la langue, vous fermez la bouche, vous digérez. Vous sentez cette fraîcheur qui s'installe de l'inspiration dans tout le corps. Et ensuite, vous expirez calmement par les deux narines en rentrant le vent. Tout le monde ne sait pas faire ce petit tuyau. Si une personne ne sait pas le faire, vous conseillez de rouler la langue. Et l'air va s'accumuler de chaque côté. C'est une respiration, encore une fois, qui est rafraîchissante, qui doit être pratiquée comme toutes les respirations dans un endroit sans pollution. Siddhkari. Siddhkari, c'est l'émission du son. C'est très intéressant cette technique. La lèvre supérieure vers le haut, la lèvre inférieure vers le bas, les dents doivent être visibles. Donc, vous inspirez comme ceci, entre les dents. Je vais vous expliquer à présent une technique similaire que je fais pratiquer aux personnes ayant des difficultés respiratoires, surtout des difficultés expiratoires. Elle fait travailler de façon intensive les abdominaux et son intérêt est la remontée du diaphragme pour favoriser l'expiration. Faites la même chose, vous serrez les dents, vous inspirez, d'abord vous inspirez profondément, vous serrez les dents et vous expirez lentement entre les dents, le plus longtemps possible, la lettre S. Ça donne ceci. Le plus longtemps possible en rentrant bien le ventre. C'est le même principe que pour les bouilloires de nos grands-mères. Il faut activer le feu pour que l'eau bout. Ici, nous activons le feu intérieur en rentrant bien le ventre pour expirer et faire remonter ce diaphragme et travailler aussi sur cette énergie. Brahmari maintenant. Brahmari signifie l'abeille. C'est le bourdonnement de l'abeille. Le son est plus fort à l'inspiration et plus doux à l'expiration. Brahmari, tout le monde connaît et on travaille surtout Brahmari aussi avec les enfants. Les enfants, ils aiment bien. On leur demande parfois de boucher les oreilles pour qu'ils entendent bien le son et le bourdonnement de l'abeille. Ujjayi. Ujjayi. Il est formé à partir de la racine Jaya, qui est la victoire, conquête de soi. Un travail, nous dit Srimesh, sur les unités de temps. 2 pour l'inspire, 4 la rétention et 6 pour l'expiration. Cette technique de pranayama est recommandée, dit-on, en cas d'insomnie. Attention toutefois aux longues rétentions qui peuvent affecter les poumons également, à ne pas expirer trop longtemps. Je vous montre la technique. Le dos est bien droit. Vous allez contracter la glotte. Vous inspirez, vous allez entendre le son dans la gorge. Quand vous avez inspiré, vous pressez le menton et vous restez à la tension en pressant les narines 4 temps. Vous relâchez, vous remettez la tête dans l'axe et vous expirez pour ressentir l'expiration dans la glotte. Ensuite, quand vous avez fait un cycle, respirez normalement.
Pour les débutants, vous ne travaillez pas de cette manière. Pour les personnes qui débutent, vous les apprenez à ressentir, à observer la contraction de la glotte. J'inspire doucement. Je tiens mon souffle. J'expire doucement. Et j'entends le son. On fait 3 à 4 respirations comme cela. Il ne faut jamais forcer. Cette technique peut affecter la thyroïde et peut être néfaste pour le corps, pour le cœur. Sri Mahesh recommandait d'ailleurs de ne pas utiliser cette technique lors de la pratique posturale. Les gens aiment bien créer le son pour entendre le son extérieur. Mais dans la pratique posturale enseignée par Sri Mahesh, nous apprenons à entendre le son intérieur. Il faut absolument que la glotte ici soit bien dégagée. Il faut que le souffle soit silencieux dans la pratique posturale. Les débutants ont besoin d'entendre le son, donc ils tirent fort dans les narines ou ils contractent la glotte. Il ne faut surtout pas contracter la glotte pendant toute la pratique posturale. Morsha. Morsha, c'est la perte de conscience. Dans le texte, il est écrit de faire Jalandhara Bandha jusqu'au moment de l'évanouissement. Un grand volume d'oxygène est consommé, l'augmentation du gaz carbonique conduit à une certaine ivresse. Il permet d'entendre le son intérieur, ce qui facilite la méditation. On dit qu'on peut faire cela 5 à 6 fois et ne pas dépasser 6 fois, sinon cela devient dangereux. Cette technique est interdite aux débutants. Il faut une hygiène de vie, un bon sommeil, une bonne alimentation afin de pratiquer Morsha. Il est dit que ce pranayama procure une sensation de joie, d'oubli et d'inconscience du corps lors d'un évanouissement, comme lors d'un évanouissement, parce que bon, on ne tombe pas évanoui. Monsieur Mahesh nous faisait pratiquer cette technique. Alors, je vous explique comment. Souvent, dans les postures debout, ça se produisait dans les postures debout. Il nous demandait, parfois aussi dans des postures assises, vous pouvez être debout, assis, voilà. Il nous demandait d'inspirer profondément, ensuite d'expirer profondément, de rentrer un petit peu le ventre, de presser le menton et de presser les narines. Écartez bien les petites côtes, serrez le ventre, restez quelques instants. Ensuite, il faut relâcher, remettre la tête dans l'axe, détendre la gorge et le ventre et seulement inspirer. Et expirer profondément. Voilà. Bien sûr, on ne va pas rester longtemps, on reste 4, 5 secondes ou 8 secondes maximum. On ne va pas commencer même ce genre de travail avec des personnes débutantes. Il faut attendre qu'elles aient pratiqué pendant peut-être quelques mois. Ça dépend d'une personne à l'autre. Bon, nous passons à un autre pranayama, Plavini. Être comme un ballon, se remplir le ventre, bien sûr d'air, se remplir le ventre. Cette technique est très utilisée dans les écoles de natte et du sud de l'Inde. Il faut remplir et laisser entrer le souffle dans le ventre comme un ballon. Cela permet, paraît-il, l'élimination des toxines. Ce sont des techniques délicates et dangereuses pour les personnes n'ayant pas une hygiène de vie rigoureuse et une grande connaissance de leur anatomie. Ces techniques peuvent en effet entraîner, vous savez, des descentes d'organes, d'estomac ou de périnée notamment. Surtout quand vous gonflez le ventre, vous pressez, c'est quand même délicat. Gonfler le ventre, et il y a des techniques, c'est spécifique, c'est surtout pas pour les débutants. Apprenez déjà à pouvoir travailler de belles inspirations sans tension avant de commencer de vouloir enseigner ce genre de technique. Je ne l'ai d'ailleurs jamais pratiqué avec Sri Mahesh. Donc, mieux
vaut ne pas s'y aventurer en amenant les élèves dans cette direction. Anuloma Viloma, respiration apaisante. C'est une des respirations complètes qui regroupe un peu l'ensemble des respirations comme nous avons vu tout à l'heure, la narine droite, la narine gauche ici. C'est une respiration dite complète qui peut être aussi abordée par les débutants, mais bien sûr très calmement. Elle peut apporter la paix et la sérénité en équilibrant Ida et Pingala et peut être pratiquée en prélude à la méditation de fin de séance. Je vous montre cette respiration, 2 doigts sur le front, voilà. Vous bouchez, toujours, on commence toujours par la narine gauche, vous inspirez par la narine gauche, vous pouvez compter, mais ça on en parlera plus tard. Vous bouchez la narine gauche, vous ouvrez la droite et vous essayez d'expirer le double par la narine droite. Puis on marque une pause et on inspire par la narine droite, on bouche la narine droite et seulement on débouche la gauche. Vous voyez, comme ça on apprend la rétention tout doucement et on expire, on apprend à allonger, l'expiration rentre un peu le ventre. Voilà, ça c'est un cycle. Quand on a fait pendant 3 fois, on travaillait 3 fois de cette manière, on peut travailler 3 fois de l'autre manière. Voilà. Hein? Tantôt vous bouchez la narine droite, ensuite vous faites 3 fois en bouchant la narine gauche. Kapalabhati. Kapala, son étymologie est formée de kapala, le crâne. Et bhati, c'est l'éclat, c'est la lumière, c'est la perception et la connaissance. Kapalabhati fait partie des 6 principaux kriyas ou exercices de purification du corps et des 52 exercices de pranayama. Bastrika, pour Bastrika, Kapalabhati, parfois on ne sait pas très bien. Bastrika c'est avec le bas du ventre. Kapalabhati avec Mesh, c'est le haut. Je vous invite donc à lire les consignes de Sri Mesh à la page 127. Ça en vaut la peine. Lisez, imprégnez-vous. Alors, pour rappel, il est indispensable de commencer les exercices de pranayama par des exercices de nettoyage. Nadi Sodhana Pranayama. Monsieur Mesh commençait tout d'abord la pratique posturale debout, avec des étirements et ensuite la salutation soleil. D'une part, après quelques étirements, les tensions physiques et mentales diminuent. D'autre part, le travail abdominal est déjà bien sollicité, ce qui va faciliter le travail de purification des nadis. Si vous voulez, mettez-vous à nouveau debout pour la pratique de Nadi Sodhana Pranayama. Vous écartez légèrement les jambes. Monsieur Mesh ici travaille avec le pouce, uniquement avec le pouce. Serrez les autres doigts et pressez la narine droite. Écartez ici vos petites côtes, posez la main gauche au niveau du nombril. Observez bien que les petites côtes restent écartées. Vous inspirez et quand vous expirez, rentrez le ventre. Périnée légèrement soulevé. Allez-y. Pas travailler comme ceci. Il faut bien rentrer le ventre. Pas bouger les épaules. Gardez les petites côtes écartées. Voilà. Ensuite, vous respirez calmement. Et vous changez le côté. Respirez par la narine droite. Chaque fois que vous expirez, faites la même chose. Vous rentrez le ventre. Vérifiez bien que les côtes sont écartées et surtout pas la poitrine qui s'abaisse. Vous travaillez l'expiration, vous travaillez les abdominaux
pour soulever le diaphragme d'une manière assez rapide. L'inspiration, vous inspirez et vous inspirez 1 ou 2, on ne compte pas. L'expiration est rapide, plus rapide que l'inspire. Ensuite, Monsieur Maèche, accélérez comme ça. Voilà. Quand vous avez terminé, relâchez, respirez bien par les 2 narines. Respirez bien. Expirez bien. Très bien. Et maintenant, nous allons pratiquer Kapalabhati. Écartez vos petites côtes. Essayez d'observer que votre souffle va passer là, au niveau de Ajna Chakra. Chaque fois que vous expirez, vous pensez que vous expirez là. Écartez les petites côtes, ventre tenu. Surtout, la poitrine ne fait pas ça. Laissez bien respirer. Vous vous sentez bien, n'est-ce pas? Enfin, je l'espère. Toutes ces techniques nous purifient. Toutes ces techniques nous donnent certaines clartés de l'esprit. Ça fait beaucoup de bien. Bien entendu, il ne faut pas forcer. Hein. Vous pouvez... Quand nous avons des débutants, ce qui est intéressant après ces techniques, c'est de s'allonger sur le tapis de yoga et de faire une petite relaxation. Mais pour nous, ou vous asseyez à nouveau sur votre tapis de yoga ou sur votre chaise, nous allons poursuivre avec le souffle dans la pratique posturale transmise par Srimesh. Nous arrivons au terme de cet exposé, mais il nous reste à aborder le point concernant le souffle dans la pratique posturale, transmise par Srimesh, le pranayama dans la posture. La pratique posturale transmise par Srimesh est à la fois dynamique et statique. Mesh mettait ainsi l'accent sur le rythme, la régularité et la tenue du souffle de la posture, dans l'immobilité totale du corps, du souffle et de la pensée. Il rappelait sans cesse l'importance des 3 phases de la respiration, à savoir l'inspiration, l'expiration et la tenue du souffle inversement. Et quand je parle de tenue du souffle, je ne dis pas bloquer le souffle, parce que bloquer, c'est contracter, non, suspendre le souffle, pour avoir cette sensation de bien-être et de légèreté, que ce soit poumon plein ou que ce soit poumon vide. Pour rappel, le pranayama est l'espace entre 2 pensées, entre l'inspire et l'expire. Comme vous avez pu le comprendre, il y a toujours un temps d'arrêt qui marque le changement. C'est pourquoi la pratique du pranayama est primordiale dans notre travail postural afin de stabiliser les mouvements de la pensée et atteindre ainsi cet espace de vide. Autrement dit, tout est présent en nous et nous ne sommes plus perturbés par les mouvements du mental. Il y a un espace de silence, de suspens. Souvenez-vous, en début de séance, nous avons évoqué les Védas. Et ce passage en particulier, le prana est cette énergie non manifestée que l'on appelle également vide. Les vibrations du son existent mais sont immobilisées par la force du vide. Et Jean Herbert disait que la pratique posturale guidée par Srimesh a mené à des mini-samadhis. C'est ça, ce temps de vide, ce temps de silence. Dans les cours de yoga proposés par Srimesh, l'asana, la posture, et le pranayama étaient en fait 2 étapes indissociables. Et je vous rappelle d'ailleurs que la Hatha Yoga Pratipika enseigne que lorsque le souffle est agité, l'esprit est agité. Lorsque le souffle est immobile, l'esprit est immobile. C'est pourquoi l'on doit arrêter le souffle. Ce verset met bien en avant la relation qui existe entre la respiration et les états mentaux.
il existe toujours un lien entre la respiration et notre condition physique et psychique. D'ailleurs, il est dit dans les Upanishads et dans les Yoga Sutras que le souffle est une enveloppe au même titre que le mental. On en a parlé plus haut. Mais Sri Mahesh aimait parler de ce passage des Yoga Sutras. Tout comme il y a une ombre sur l'homme, le souffle était étendu sur lui. Et il précisait ceci. Suivez votre souffle comme votre propre ombre vous suit. En donnant un rythme au cours, il conduisait sa séance de manière à chauffer le corps par les techniques d'étirement, les postures d'Hanuman et ce toujours en lien avec le souffle et les 3 phases de la respiration. Il disait souvent, et vous l'entendrez par vos professeurs, immobilité du souffle, immobilité du corps, immobilité de la pensée. Ainsi, au fil de la science, les tensions physiques et psychiques disparaissaient et un certain assouplissement physique et aussi mental s'installait. Les pensées n'avaient plus de pouvoir sur le corps et l'esprit devenaient sereins. On va terminer en conclusion. L'intégration du pranayama dans notre vie quotidienne change notre vision du monde. Le pranayama ne représente pas l'idéal que nous projetons, mais le réel que nous percevons. La respiration rythmée n'est pas le fruit de l'imagination, mais la communion la plus proche avec la réalité de la vie. Le pranayama a pour but de nous réaliser. Le pranayama a pour but de nous relier à la conscience, qui est permanente, éternelle et infinie. Sat Chit Ananda. Je suis cela. Être, conscience, béatitude. C'est le but du yoga. J'ai voulu dans cette étude du pranayama mettre en avant ce que disent les textes sur cette relation du souffle et du mental. Sri Mahesh a été un enseignant fidèle au texte traditionnel et mes pensées se tournent vers lui pour le remercier de ce savoir qu'il nous a transmis. Je vous souhaite une bonne continuation sur la voie de la recherche de la connaissance par le travail du yoga. Ne vous éloignez pas des objectifs réels du yoga et restez dans la voie de la vérité qui vous conduira à votre propre épanouissement, aussi bien dans votre vie familiale que dans votre vie spirituelle. Mes bonnes pensées vous accompagnent. Je vous remercie de votre